Brooklyn Fizz fête ses 10 ans cette année. Et on s'est dit avec Jean-Charles que c'était l'occasion de vous partager l'histoire. Avec un grand H. Notre histoire et l'histoire de la boîte. Tout commence en février 1985. Ça se passe à l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, connu pour Arthur Rimbaud et autres tueurs en série. Ah. Manuel, lui, c'est en août, c'est ça? Août 85. Un petit peu plus tard à Besançon, clinique Saint-Vincent. Oh, vous êtes vieux en fait. 1998, je déménage sur Vesoul. Manuel habite à Échenot-la-Méline, donc juste à côté de Vesoul. Banlieue chic de Vesoul. Le Beverly Hills Haut-Saunois. Donc me voilà en Haute-Saône et je débarque donc jusque là, oui, je voulais préciser sur mon enfance, c'est-à-dire que j'avais quand même un parcours scolaire qui était quand même excellent avant d'arriver en 4e collège René Cassin à Noix-dans-les-Vesoul. À Noix-dans-les-Vesoul, 4e B, je fais la rencontre d'un Manuel Grivet. Et là, ces notes vont dégringoler, cause à effet, je sais pas. On se rencontre là, donc on a, je sais pas quel âge, en 4e. Donc il débarque, c'est le nouveau. Jean-Charles, c'est littéralement le nouveau. Lequel excellent film d'ailleurs. C'est un excellent film, le nouveau. Et puis on lui dit, allez, viens, et il s'intègre très bien. Ce qui est étonnant, vu quand on le connaît, il a des, comment dire, socialement un peu handicapé, on va dire, mais il s'intègre très bien dans son nouveau collège, et de là part une amitié qui dure encore aujourd'hui. Nous sommes en 2024, c'est tout à fait énorme. Énorme. On a eu tout de suite en commun cet amour immodéré pour Warcraft 3. Les jeux et l'humour. Les jeux et l'humour. Le rap aussi, beaucoup de rap. On a beaucoup de rap. On avait déjà un petit peu côté casquette et tout ça, amour des États-Unis sans vraiment être très... Sans l'avoir défini. Sans l'avoir défini comme ça, ouais. Notre première casquette, on l'a achetée dans ton bureau, sur ton ordinateur. Sur l'ordinateur du père, ouais, sur un modem qui disait... Sur un site américain, je me rappelle, c'était une casquette des Yankees pour moi. Ouais, pareil, Yankees, pinstripe, bleu clair. Bon an, mal an, on avance comme ça dans nos études, donc 4e, 3e, on va au lycée de Vesoul, les Aberges. Qu'on embrasse, hein, le lycée. On embrasse. C'est là où je rencontre ce qui va être pour moi tout de suite, je le savais, ma future femme, Héloïse, qui me donnera de magnifiques enfants et qui travaillera avec nous et qui est actuellement... toujours en poste. Elle est en poste, elle est responsable de la boutique à Lyon. Arrivent les études supérieures où là, Manuel part sur Besançon, c'est ça? Besançon, B-Town, tu faisais quoi en DUT, gestion des entreprises et des administrations. Et moi, je suis parti à Montbéliard pour un IUT services et réseaux de communication qui était plus ou moins pour apprendre à faire des sites internet. C'est une période pendant laquelle j'ai beaucoup skaté. Travaillé. On continue de se capter de temps en temps quand on rentre à Vesoul. Oui, on se voit sur Vesoul. Sur Besançon aussi, parce que Montbéliard, Besançon, on est allé en boîte de nuit à Besançon, je sais pas si tu te rappelles. Oh la vache, on a dû faire quoi? J'ai dû faire 2 boîtes de nuit dans ma vie. Ouais, mais j'ai été à l'une... Au KGB, c'est ça? Au KGB, oui. Ah la vache, oui, le KGB. Au KGB, ouais. À Montbéliard, tu rencontres? Je rencontre Nono. L'anecdote de Nono, c'était une période où je faisais beaucoup de skateboard, travaillais beaucoup. Et le jour avant la rentrée de notre IUT, je rencontre un mec qui fait du skateboard avec moi au Pré-la-Rose, le skatepark de Pré-la-Rose, hein, si vous voyez Montbéliard. Si vous nous connaissez un petit peu, on n'a pas engagé la conversation le jour où on skatait, mais le lendemain, je le vois débarquer dans l'amphithéâtre avec 1 heure de retard. Oh, je vois Nono. un mec qui se pointe et je retrouve tout de suite Nono. Et de là est née une nouvelle amitié incroyable qui dure encore jusqu'aujourd'hui, je crois. Je sais plus. Et si, Nono qui nous accompagne dans toutes nos aventures à Paris, sur les déplacements aux États-Unis, vous l'avez vu dans nos vidéos. Enfin voilà, on parle de ce Nono-là, évidemment. Après, je fais mes études à Annecy, au Gobelin à Annecy. Et là, on se voit aussi assez souvent parce que tu viens souvent à Annecy pour qu'on aille skier. J'ai une voiture à ce moment-là qui me permet de me déplacer. Golf rouge. Voilà, on va skier, on fait quelques soirées, dont des soirées incroyables à Genève. Après le DUT, je pars à Lyon en licence Master 1, Master 2 sur la ville magnifique de Lyon dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Après mes études à Annecy, j'arrive sur Lyon parce que j'avais comme ambition d'être indépendant. C'est-à-dire que je voulais bosser pour personne. Et donc, avec Nono et Lionel, on monte une entreprise qui s'appelait 2 + 2 = 5 All Over. On faisait agence de communication, ce qui était plutôt, en fait, je faisais plutôt de la sous-traitance pour des boîtes en développement. Et puis, on avait un atelier de sérigraphie et puis un peu une petite galerie d'art aussi, street art. Et c'était super cool, c'était une période super cool où je gagnais pas un rond, mais qu'est-ce que je m'amusais bien. Ah ouais.
Bah, je gagnais, bah, c'est exactement là où on vient. Je gagnais suffisamment pour me payer des pâtes et nous payer un gros voyage aux États-Unis tous les ans. Okay. Et c'est à partir de cette année-là, quoi. 2007 2007. À partir de 2007. On a fait notre premier voyage aux États-Unis, les deux. Ouais. Donc on était jeunes, hein. On avait. Bah ouais, on avait 22 ans. On avait 22 ans. 22 ans. On sait pas compter. Donc là, on était partis en avion, on avait été à New York. Je me souviens, on avait fait New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco et retour à New York. Tout ça en avion. Tout ça en avion. On parlait pas de à cette époque-là. Il n'y avait pas l'empreinte carbone écologique et tout ça. Et puis c'était pas cher. C'était vraiment que dalle. Et en plus, le dollar, il était vraiment hyper bas. 1 euro, ça faisait 1,50 $. Et là, le nombre de casquettes qu'on a acheté là-bas, de casquettes de pulls, enfin bref, on a... Un manteau de ski personnellement, alors qu'on était en août, hein, je m'étais acheté un manteau de ski. C'était notre premier voyage qu'on a renouvelé presque tous les ans. L'année d'après, on en a refait. Hein. On en a refait un autre, où là on a été plus en voiture, je crois. Oui. Ouais, on a plus fait Chicago et tout ça. C'était plus cool quand même d'avoir une... Et donc là, on était vraiment dans le truc complètement ricain, c'était assumé, on adore ce pays. J'y avais déjà été une fois avec mes parents, je crois que toi aussi tu y avais déjà été une fois avec tes parents. Affirmatif. Mais là, quand on y va les deux, ou même avec Nono ou quoi, et qu'on se retrouve tout seul là-bas à devoir gérer tout de A à Z, les avions, tout ça, puis de se balader en ville et tout, ça donne un autre souffle qui est complètement barge, quoi. Ouais, incroyable. J'ai l'impression de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est très important ce qu'il dit, cette impression-là. C'est une sensation qui est complètement barge, qui s'atténue. Plus tu y vas. Oui. Mais la première fois que tu te retrouves à New York tout seul, puis qu'il est 22h, et puis que... Et que t'es jeune. Ouais. Et que t'es jeune et que t'es au milieu de cette ville comme ça. T'as fini tes études, t'es jeune, nanani nanana, tout est possible. Bon, après tes rêves sont broyés par la réalité, mais à ce moment-là, c'est incroyable. À cette période-là, c'est pareil, je refais un voyage, je crois, 2009, je crois, avec Nono. On va à New York, on revient et on se dit, oh putain les gars, c'est rigolo, les donuts c'est quand même vachement bon, tout ça, ah ouais, machin. Ça reste dans le coin de la tête et un jour on voit une annonce pour moi j'ai déjà raconté l'anecdote, mais une machine à donuts sur le bon coin. Je dis au gros, pas moi, un Nono. Moi j'étais pas là. Regarde, il y a une machine, viens on l'achète et on commence à faire des donuts fait maison et frais du jour. Et je sais pas pourquoi, mais du coup on s'est emballé. Et comme quand on fait un truc, on le fait toujours à fond, ben voilà, on a créé Hello Brooklyn du coup en 2011. On a ouvert une boutique, on a trouvé un local, un local assez pourri qui était pas très bien situé, mais il fallait une hotte d'extraction. Et puis les droits d'entrée quand il y a un local avec une hotte d'extraction, ils sont horriblement chers, donc on en avait trouvé un qui était pas cher, il y avait juste la caution et puis on rentrait dedans, mais il y avait tout à refaire, donc on a passé notre temps à refaire ça. On a ouvert pour la fête des Lumières 2011, on a ouvert notre boutique. Bon, il y a d'autres anecdotes avant, hein. On a fait des sorties aussi, tu sais, on était un peu itinérant, on a fait le Fizz et tout ça. Moi, pendant ce temps-là, j'étais pas du tout là. Moi, j'étais en Australie à ce moment-là. Hein. Ça vivote parce que nous, on est très, tu vois, on était là, on fait que des donuts. Et que des boissons. Et on avait lâché l'autre boîte du coup entre temps. Est-ce qu'on peut parler d'un succès à ce moment-là? Non, c'est pas un succès. Je suis pas sûr qu'on puisse accumuler les succès là, même à l'heure à laquelle on parle sur la vidéo. Et on arrive en 2014, le gros revient. Moi je suis revenu d'Australie depuis déjà 2-3 ans. J'ai bossé, grâce à mes études, j'ai trouvé du taf voilà, dans ma branche. Sauf que en revenant d'une mission au Maroc qui a duré 2-3 mois, j'ai énormément de mal, donc là on est en 2013, j'ai énormément de mal à trouver un boulot parce que j'ai un énorme défaut. Des égoïstes. On sait malin, c'est très malin. Rien à voir avec le ski. Mais mon défaut qui m'a joué des tours toute ma vie, hein, à l'école, mais également lors d'entretien d'embauche, et là c'est plus emmerdant, c'est que je fais une première impression terriblement mauvaise. La première impression qu'ont les gens de moi, bon, à part quelques exceptions, Jean-Charles en est une, c'est vraiment waouh. Ouais, t'as l'air un peu... Comment je passe pour un connard arrogant. En gros, hein, c'est pas comme ça qu'on m'a résumé les choses, mais c'est ça. C'est ouais, quelqu'un d'arrogant. Il y a un mot qui te va. Pédant. Non, c'est pas ça. Prétentieux. C'est pas ça. Non, tu sais, il y a un mot à chaque fois, tu sais, nonchalant. Nonchalant, ironique. Je dégage une attitude qui... On va pas y passer 3 heures, mais voilà, je dégage une attitude... Il y a beaucoup d'adjectifs qualificatifs qui premièrement, vas-y, lâche-toi, qui font que ça ne passe pas dans ces entretiens, et du coup, je suis au chômage depuis plusieurs mois. Et nous, cœur sur la main. Non. Pas du tout. Et à ce moment-là, Jean-Charles et Nono, qui vivotent, hein, comme disaient les gens, ont envie de s'agrandir parce qu'ils ont confiance dans leur concept quand même, et ils veulent ouvrir un coffee shop, mais plus grand, mieux placé, tout ça. Et donc, ils me proposent
Début 2014, décembre 2013, Ouais, décembre 2013, janvier 2014, il me propose de les rejoindre dans l'aventure en se disant qu'avec mes connaissances en gestion d'administration et d'entreprise, ça devrait aller mieux. Il y avait deux idées. L'idée, c'était de se dire, bah, on marche pas parce qu'on est mal situé. Parce qu'il y a toujours l'adage qui est L'emplacement. L'emplacement. Et il y avait aussi, on s'est dit, bah, on va peut-être pas rester obtus comme on peut l'être parce qu'on l'est. On s'est dit, bah, on va agrandir la gamme de ce qu'on propose, mais toujours dans une optique de se dire, on fait pas comme tout le monde. On s'est dit, on va importer des produits alimentaires américains. C'était assez rigolo parce que rétrospectivement, à cette époque-là, il y avait qu'une boîte qui faisait ça. Et l'année 2014 où on a commencé à le faire, on a été 4-5 à le faire aussi en même temps. Ouais. Bref, on a commencé à importer, on a créé un site internet qui s'appelait à l'époque l'épicerie américaine, mais qui est devenu Brooklyn Fizz, que vous connaissez maintenant, c'est le même site. L'idée, quand on a fait l'épicerie américaine et quand on a commencé à importer, c'était de proposer des produits vraiment pas chers et d'en vendre plus parce qu'on serait moins cher et que du coup on rattraperait la marge un peu plus petite que ce qui se fait à côté parce qu'on en vend plus, quoi. Même les Lucky Charms, on les voyait chez des concurrents qui étaient là depuis super longtemps, les trucs qui valaient 17, 18 euros, nous on les vendait 9,50 €, quoi. Et c'est ce qui nous a permis aussi de nous faire connaître et ce qui a permis aussi d'avoir ce boom, quoi. Ouais, grave. Et on s'est dit, on va trouver un autre local mieux situé. Tu vas voir, on va faire un coffee shop un peu branchouille, ça va être cool. On va mettre des Super Nintendo, des flippers et tout. Voilà. Et on est revenu à la réalité assez vite parce que ça coûtait quand même le pas de porte. On l'a fait. Pot du cul. Ouais. On l'a fait, hein, ce coffee shop. C'est 17 rue Childebert, là où on a encore notre boutique. Ouais. Et on avait un tout petit coin épicerie américaine et un grand coin, tout le reste, en bas et en haut, c'était des canapés, des chaises pour manger ton donut sur place avec une boisson. Je me rappelais, on faisait du coulet et tout, tu sais, du coulet de frais et tout. Du thé froid, du thé glacé, on faisait les trucs à la Riken complet, quoi. De la console en libre service, le flipper en bas. Enfin, vraiment, on avait les choses bien. Il y a Nono, par contre, qui décide de partir de la boîte dès le Brooklyn pour aller vivre à Annecy. Nous, ça nous fait un petit coup, mais Nono garde... il vivait déjà à Annecy. Ouais, il vivait déjà à Annecy, donc c'était plus simple pour lui d'aller là-bas. Nono a encore 5% de cette boîte-là, d'ailleurs. Là, on est en 2015, là. 2014, fin 2014, en novembre, on a ouvert. Ouais, on emménage en 2014. Et là, 2015, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait... Les donuts, ça monte, mais ça monte de quelques pourcents. Mais par contre, l'épicerie américaine, ce qui était avant n'était qu'un coin avec deux rangées, ça devient la folie. Mais genre, tous les jours, il faut ramener des trucs, il faut tous les jours importer, tac, tous les jours. C'était une course, en fait, pour pas avoir les rayons vides. Plus petit à petit, et 2015, il y a eu une explosion de ouf. Là, on peut parler d'un putain de succès. Là, il y a eu un succès de ouf en 2015, ouais. Et on a peut-être un peu pété les plombs, là. Et c'est là où on avait un choix stratégique à faire. Et c'est là où on s'est planté. Ouais, là, à partir de là. Donc fin 2015, on arrive et en même temps, donc ça cartonne. C'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans. Il y a des gens qui arrivent et on importe, on a le site internet, on a ça, et il y a des gens qui commencent à nous dire « Ah, moi j'ai une boutique, là, j'aimerais bien vendre vos produits, je vois que ça marche et tout. Est-ce que vous pourriez pas avoir des offres pour les pros ?» Donc on commence à réfléchir à ça. On commence à se dire aussi « Oh putain, t'as vu comme ça cartonne là ? C'est quoi, on va aller s'installer ailleurs, juste avec l'épicerie américaine, parce que les donuts et tout ça, c'est compliqué. Ouais. On va aller essayer le concept ailleurs. Attends, on est sur une vague, là, ça fonctionne, faut qu'on le fasse. » Donc ce qu'on fait en 2000, là on est en quoi, 2016 on ouvre une centrale d'achat, donc on crée d'autres boîtes, on ouvre une centrale d'achat, ce qu'on appelle la centrale d'achat, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Centrale d'achat qui s'appelle Brooklyn Fizz. Qui s'appelle Brooklyn Fizz, donc c'est une boîte pour... on importe les produits avec la boîte et on les revend à nos autres structures et aussi aux professionnels et aux particuliers. Donc en gros le site internet Brooklyn Fizz, quand vous commandez chez nous, c'est notre entrepôt, c'est une boîte qui s'appelle Brooklyn Fizz, et voilà. Donc, on s'est dit, on va créer cette centrale d'achat, et comme ça, on va ouvrir d'autres boutiques en créant d'autres sociétés, qui sont des sociétés sœurs, et tout sera chapeauté par une holding. C'est un peu compliqué, c'est un peu chiant, mais bon, c'était ça l'idée. Une société créée en 2016, 2 sociétés créées en 2016, et là, on décide d'aller à Dijon. Alors, pourquoi on a été à Dijon? On s'est dit, c'est pas loin de là où on habitait avant, donc Vesoul, Besançon, tout ça, c'est une grosse ville étudiante. On s'est dit, voilà, on va être bien là-bas. Donc, on s'installe. Premier mois, super. Franchement, les premiers mois, là, c'était complètement barge aussi. Bravo. Là, on était contents, là. Et on se galérait à avoir des produits. On se dit, ok, bah, tu sais quoi, on continue comme ça. Et on se dit, bah, on va essayer sur une ville plus petite. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, Lyon, Dijon, au milieu, il y a Mâcon. Comme ça va pas être une galère à faire le réacheminement et tout des produits. Parce que tout ça, on le livre nous-mêmes. On livre nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, quoi. Kangoo, c'est un beau Kangoo. Voilà, on ouvre à Mâcon, c'est en 2017. Mais là, un emplacement top. Voilà. À Dijon, on n'avait pas choisi on a choisi un 1 bis, ils appellent ça. Ouais. Donc t'es pas à top. Et à Dijon, on était parti sur un principe, on se dit on met un 1 bis.
Comme ça, on aura un énorme local. Une surface de fou. Une surface de timbré. Et à Mâcon, par contre, on avait une plus petite surface, mais on était en emplacement numéro 1, ce qui nous coûtait pas hyper cher relativement à Lyon, parce que quand on compare les loyers avec Lyon, c'était barge. À ce moment-là, donc, on a un entrepôt pour la centrale d'achat, une boutique Lyon 1er dans laquelle on fabrique les donuts, une boutique Lyon 2 dans laquelle on vend les donuts, plus l'épicerie américaine et tout ça. On a une boutique à Mâcon, une boutique à Dijon. Et à Dijon, au moment où on a ouvert, donc je reviens un petit peu en arrière, mais au moment où on ouvre, il y a un concurrent qui ouvre, qui s'appelle Monsieur Sims, qui lui faisait une confiserie à l'ancienne, mais qui vendait beaucoup de produits américains aussi. Et lui, il arrête quelques mois plus tard et il nous propose de le racheter. Donc il avait un emplacement qui était rue Piron, qui était pas trop mal non plus. Et là, nous, on était en plein boom, ça marchait partout. On s'est dit, oh bah ouais, tu sais quoi, on va lancer un autre concept, comme ça, on sera pas que sur l'épicerie américaine, regarde, des bonbons et tout, ça peut être pas mal. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Bref, on l'a racheté. On a racheté le truc, on a racheté son stock, on a racheté le visuel et tout, sauf le nom Mr. Sims. On l'a appelé l'officine parce que ça faisait petite échoppe machin à l'ancienne. Très vite, en fait, immédiatement, il n'y a pas eu de communication. On s'est planté, on n'a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'article ou quoi. Et ça s'est ramassé. La boutique, elle n'a pas changé drastiquement. Non. On a gardé les mêmes meubles et tout, du coup, et comme elle est restée fermée quelques mois, les gens n'ont jamais vu qu'on avait réouvert. Et du coup, on avait racheté un peu les mêmes produits et tout, les bons chocolats anglais et tout, mais ça n'a pas marché du tout. Et il a fallu qu'on se réoriente parce qu'on avait fait un prêt pour ça. À chaque fois que tu montes une boîte, pour ouvrir une boutique, on a fait un prêt. Donc il a fallu qu'on se réoriente très vite et on en a fait une boutique Harry Potter parce que la déco s'y prêtait bien. Et genre, on était peut-être la deuxième boutique en France. Oui, il y avait à Versailles. Il y en avait une à Versailles à cette époque-là. Et vraiment une boutique dédiée à Harry Potter, quoi. C'était avant que ça que ça explose. Ouais. On a été... On reviendra là-dessus, on fera une vidéo. J'ai dit que quand on aurait 10 000 abonnés sur YouTube, on fera une vidéo dédiée à ça. Là, c'est pas qu'un échec. Non, c'est pas qu'un échec. On arrive en 2018. Et là, par contre, à Dijon et à Mâcon, passé l'euphorie des premiers mois, ça commence à diminuer petit à petit. On décide de déménager la boutique de Dijon dans un emplacement numéro 1, qui est beaucoup plus petit que l'ancien, mais on est vraiment au cœur, on est en face d'une Fnac. On est au cœur du poulet, on se dit que là, si ça marche pas là, ça marchera nulle part ailleurs. Ouais. Donc on est rue du Bourg là à ce moment-là. Et nous, on est dans un truc où on se dit, ok, bon, on a les emplacements, on va pas laisser tomber, on a toujours ce côté-là, et même encore aujourd'hui, le grit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser et tout? Et il y a le côté où on s'était dit, on n'est pas encore complet. On a toute l'épicerie américaine, mais tu vois, on n'est pas encore complet. Il n'y a pas tout ce qu'on aime aux États-Unis. Et ce qu'on aime aux États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, c'est la NBA, c'est le sport américain, c'est les casquettes. Et on s'est dit, putain, le rêve, ce serait de bosser avec des boîtes genre New Era ou Mitchell & Ness pour commencer à proposer des produits de sport US que tu trouves nulle part ailleurs. Tu les commandes sur Internet ou quoi, mais c'est une galère un peu... Et donc, c'était en 2017-2018, on a commencé à bosser avec eux. On galère sans nom pour avoir les contacts et tout. Et pour avoir le droit d'ouvrir un compte. Aujourd'hui, si vous voulez ouvrir, c'est encore pire que nous quand on a commencé en 2017. On commençait à acheter un petit peu les produits, on commençait à mettre des casquettes d'abord, et puis des jerseys Mitchell & Ness assez vite aussi. Les premières casquettes qu'on a eues, c'est tous les modèles Ligue Essentielle, classiques. 940. Pour avoir le plus de franchises possible. Chez New Era. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé à les mettre dans toutes les boutiques, et à Lyon, ça n'a pas décollé du tout. Non. À Lyon, ça marchait pas du tout au début, et à Mâcon, ça a marché tout de suite assez vite, et ça a pris 20, 25, puis ça montait en chiffre d'affaires. À Dijon aussi, ça a commencé à bien marcher. Mais à Lyon, c'était ça dépassait pas les 15%. Je me souviens, pendant 2 ans, on avait un coin dédié à la casquette qui était disproportionné par rapport aux chiffres que ça faisait. Clairement. Mais puis quand on vendait une casquette, on était content quoi. Dans même un jersey. Les jerseys, on en vendait un par semaine, on était comme des dingues quoi. Donc arrive que Mâcon, au bout d'un moment, malgré ça, ça fonctionne pas suffisamment. Donc on s'est mis en liquidation pour Mâcon. C'était quand liquidation 2019. Liquidation de Mâcon. On a arrêté les frais. On a arrêté les frais, on pouvait pas. Dijon, il y a eu le Covid qui est arrivé en 2020, je crois, je dis pas de conneries. 2020, ouais. Le confinement, le mars 2020. Ouais, donc Dijon, on a arrêté la boutique, on a gardé la structure, mais on a arrêté la boutique. Donc on a tout déménagé, je me souviens, c'était pendant le confinement. Ouais, au moment du confinement, on a dit on arrête. On rouvrira plus. On rouvrira plus. On a contracté une grosse dette entre cette société-là et notre centrale d'achat. Ouais, parce que Dijon n'a pas été en mesure de payer pendant des mois, quoi. On a vraiment pérennisé, essayé, tenté de faire en sorte que le truc fonctionne. C'est pas entêté, on a vraiment persisté, mais trop longtemps, sans avoir conscience des répercussions sur les autres structures en fait. Parce qu'en fait, la centrale achète, si vous voulez, elle achète à New Era où elle importe les produits et elle revend donc avec une marge aux boutiques.
Et donc à Dijon, comme ça marchait pas très bien et que ça a commencé à chuter petit à petit, elle a commencé à arrêter de payer quelques factures, plus d'encore et encore et encore. Mais en même temps, nous on se disait, mais si on met pas de produit à Dijon, bah, tu vas rien vendre. Si t'as pas de produit dans ta boutique, tu vends rien. Donc tu sais, c'est un cercle vicieux. On est rentré dans un cercle vicieux. Voilà, et autant à Mâcon, on l'a pas laissé d'engrenage trop rapide, où on s'est dit, oh putain, ok, Mâcon, de toute façon, on a fait un test, si ça marche pas, on arrête tout de suite, et on n'a pas eu trop de frais comme ça, on n'a pas trop perdu d'argent sur la centrale. Mais le problème, c'est que quand Dijon paye pas la centrale, elle peut pas racheter non plus, parce que du coup, elle a des problèmes de trésorerie, et si elle peut pas racheter, elle peut pas non plus fournir des produits à Lyon, ce qui fait qu'à Lyon, on avait une période où on avait de moins en moins de produits aussi, parce qu'il y avait des problèmes de trésorerie. Tout ça a été cannibalisé par l'activité périclitante de Dijon. Voilà, périclitant. C'est beau ça. Donc on arrive, sorti du Covid, on a que la boutique, on a que les boutiques à Lyon, on a notre entrepôt, et on parlera de Harry Potter un autre coup parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà. On est là, on se dit qu'est-ce qu'on fait pendant le Covid ? Et on s'est dit, il y a un truc qu'on a délaissé pendant toutes ces années et qui est hyper important, c'est le site internet pour les particuliers. On se remet là-dessus, on refait du référencement, on remet à jour toutes les fiches, on commence à retravailler un petit peu là-dessus, à poster un peu sur Instagram et tout ça, voilà, les nouveaux produits et tout ça, se faire un petit peu connaître. C'est là où on commence la chaîne YouTube. D'abord timidement, on monte pas nos tronches, et puis petit à petit, on a vu qu'en montrant t'étais pas à l'aise. Ça marchait. Jean-Charles, encore une fois, socialement pas à l'aise. Donc les premières vidéos, vous voyez la tête de Fizzy, la mascotte. Ouais. C'est Jean-Charles qui est en dessous. Et puis, très rapidement, on le voit, nos clients, notre audience, elle s'identifie plus facilement à des entrepreneurs de chair et de sang. Qu'à une mascotte. On travaille beaucoup sur le site, on recentre toutes nos activités en se disant on se recentre à Lyon, plus de voyages à Dijon, plus tout ça. Fini. On a beaucoup de moins de gens à gérer aussi, parce que du coup à Dijon et Mâcon, il fallait gérer aussi les gens, et à distance c'est compliqué. On booste un peu la boutique, on essaye de travailler un peu plus tout ce qui est sport US à la boutique, et là ça commence à décoller. 2021, le business il a été ouf pour tout le monde, pour nous aussi, on en a profité aussi. Post-Covid, un truc de fou. La boutique elle en a grave profité, c'est une de nos meilleures années à Lyon, et ça nous conforte dans l'idée de se dire on s'est recentré là-dessus, il fallait vraiment qu'on fasse ça. Là le site internet, on est reparti de zéro quasiment, parce qu'à un moment on avait laissé tomber complètement. Un choix stratégique horrible. Catastrophique. Avec le recul, c'est une des plus grosses conneries qu'on ait fait. En effet. En 2014-2015, quand il a été ouvert le site internet, ça partait comme ça, et on faisait plein de ventes, et ça a été complètement laissé à l'abandon. Et donc on reprend ça en main. C'est long, même aujourd'hui, c'est super long à monter, parce qu'entre-temps, il y a eu plein de concurrents. Là, on a plein de concurrents, et sur l'épicerie, et sur tout ce qui est sport US et tout ça. Une fois qu'on s'est recentré un petit peu sur Lyon et la centrale d'achat, on a créé une Fizzybox, et on a aussi racheté Touchdown Shop. Et là, c'était la volonté de se dire, on va avoir non seulement un stock en plus de produits qu'on n'avait pas, mais aussi ça va nous permettre aussi d'être un peu plus présent sur le net. Présent sur le net, et renforcer aussi notre crédibilité sur tout ce qui est sport US. Hyper cool. On a fait ça récemment aussi avec Rookie Republic, mais ça, Touchdown Shop, il y a une vidéo qui est dédiée, on vous laissera aller la voir. Toujours dans cette centralisation, l'entrepôt qu'on utilisait jusque-là pour la centrale d'achat est trop petit, donc on a déménagé dans l'entrepôt dans lequel on est actuellement. Trop petit et vétuste. Voilà où on en est aujourd'hui. Là, tout récemment, l'année dernière, on a arrêté les donuts. Après, vidéo dédiée également à l'arrêt des donuts. Ce qui est une grosse étape, qui nous a permis de ne plus avoir de deuxième loyer, et de réduire aussi notre masse salariale. Là, c'est vraiment un point de parcours énorme. C'est un énorme point, parce que c'était le truc de base. Ouais, c'est ce qu'il a créé en début, il y a 13 ans avec Nono, du coup. L'année est vraiment dégueulasse en termes de chiffre d'affaires, on va pas se mentir aussi. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, toutes les conséquences que ça a eu sur le coût de l'énergie, l'inflation, sur le prix d'achat, c'est juste fou. On a ça, on a aussi tous les produits américains qui sont de plus en plus dans le viseur des autorités françaises, comme la répression des fraudes, les produits alimentaires, j'entends. Notre catalogue de produits s'amenuise petit à petit, parce que il y a plein de produits qu'on n'a plus le droit de vendre, mais on fera une vidéo dédiée là-dessus. Quand on met en perspective avec le changement, de pivotement qu'on a eu dans nos stratégies, avec l'implantation, l'arrivée des casquettes en 2018, mais heureusement, on n'a pas pris que des mauvaises décisions, on serait pas là sinon. Non. Mais heureusement qu'on a décidé
décidé de switcher parce que le catalogue de produits alimentaires américains disponibles entre 2015 et aujourd'hui, c'est divisé par 10 au moins, complètement barge. Tout ce qui est sport US a vraiment pris le pas sur tout ce qui est épicerie américaine. Et d'ailleurs, on a réaménagé toute la boutique de Lyon dans ce sens-là pour continuer à booster là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'il y aura pour nous le plus d'avenir, parce que de toute façon, on va être limité par l'épicerie américaine. La concurrence sur la bouffe américaine, elle est partout. L'année 2024, on s'oriente vraiment beaucoup sur tout ce qui est sport US. On va recevoir encore des nouveaux produits, on rentre de nouvelles marques. On fait tout pour être crédible sur dans notre domaine. Et là, les nouvelles marques, on peut les citer, hein, c'est Fanatics, on va bosser avec eux. Grâce à Fanatics, on va vendre des produits sous licence Nike, de NFL. Donc c'est une première, et si vous avez essayé d'acheter des jerseys de NFL Nike, vous savez que c'est une galère sans nom d'en trouver, donc c'est hyper cool. On a des casquettes exclues aussi. En plus des casquettes, oui. On est vraiment, là on est parti sur un truc, on est vraiment super content de continuer là-dessus, que l'aventure se continue, et d'ailleurs il faut qu'on vous remercie, c'est grâce à vous, vous êtes plus nombreux tous les jours. À acheter, à nous connaître, à nous rencontrer. Donc ça, ça nous permet de survivre, hein, littéralement, surtout en ce moment. C'est compliqué. Et on a toujours la même passion. C'est aussi dans les moments difficiles, parce qu'on n'a pas tout expliqué, tous les moments difficiles qu'on a eu. Il faudra qu'on fasse des vidéos là-dessus. Mais il y a eu des gros moments difficiles. Et c'est aussi cette passion des US, cette envie de bien faire. Puis il y a aussi ce côté où c'est ta boîte, tu vois, où ce qui fait que tu t'investis bien plus et tu tiens plus que si tu bossais pour quelqu'un d'autre, j'imagine, tu vois. C'est clair, mais ça, c'est à double tranchant aussi. Ouais. C'est ce qui nous a fait nous planter à Dijon. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, il faut être lucide de ça. Aujourd'hui, on a une expérience qu'on n'avait pas il y a 10 ans, hein, quand on a commencé, là, c'est clair. Donc, on a cette expérience-là, et on a des barrières à l'entrée en termes de concurrence sur les casquettes qui sont juste énorme. Sur tout ce qui est sport US. Sur tout ce qui est sport US. Autant la bouffe, quand on a commencé à avoir de la bouffe en 2015, on était les seuls à faire ça. Puis comme c'est devenu tendance et la mode très vite. Maintenant, tu en retrouves vraiment partout. Tous nos best-sellers, tu les retrouves partout. Et puis on sera pas les moins chers là-dessus. Non, on peut plus être les moins chers. Donc là, on rentre dans la partie conclusion de cette vidéo qui, j'espère, vous aura, j'espère, appris plein de choses sur nous et sur notre business. L'idée, c'est quoi maintenant pour l'avenir? D'être la référence en France sur tout ce qui est casquette américaine, j'entends. Sport US. Le sport US, les jerseys de NBA, tout ça. De vraiment d'être la référence. À partir du moment où vous nous connaissez, si vous tombez sur notre vidéo ou en magasin, vous avez cette perception, elle se fait naturellement. Parce que vous dites, ok, ces gars-là, ils savent de quoi ils parlent, ils sont passionnés, c'est évident. Notre problème, c'est que c'est difficile de répandre cette parole, de partager, de prêcher ça, de se faire connaître. Et de temps en temps, on a de la chance. Là, on a eu énormément de chance ces derniers temps, parce qu'il y a Mr V, Yvick, qui a fait une vidéo, enfin, c'est pas une story, une petite story sur nous. Ouais, une story sur nous. Merci d'ailleurs. Quand tu as une célébrité comme ça qui nous met en avant, c'est clair que ça nous aide. Mais on a vraiment besoin de ça, encore à une plus grosse échelle, je pense, si on veut réaliser nos projets futurs, quoi, je crois. C'est comme ça que je vois les choses. Merci d'avoir pris du temps pour nous écouter, puis en savoir un peu plus sur l'histoire de Brooklyn Fizz et sur l'histoire de cette entreprise familiale, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la partager, liker, machin, tous les trucs qui vont bien sur Internet, ça nous aide. Chaque truc nous aide, même un pouce en l'air, juste un pouce en l'air, ça nous aide. On voulait vraiment vous montrer qu'on est une petite boîte familiale de passionnés, et on voulait vous montrer un peu toutes les galères, même si on les détaillera dans d'autres vidéos, parce que là on n'a pas non plus... Galères et étapes. Et voilà. Étapes. Et apprentissage, finalement. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!